Si vous traversez l'enfer, ne vous arrêtez pas, continuez d'avancer. Winston Churchill. Cette crise sanitaire de Covid-19 laissera dans la mémoire collective non seulement un goût amer, mais aussi triste, car elle nous aura privés de certains de nos proches. Que dire du déficit public? Aujourd'hui, lorsque les pays, autant pour moi, ont un déficit public, où ils ont besoin de trésorerie, ce qui se faisait autrefois, ils allaient directement auprès de la Banque centrale contracter un prêt. Et la Banque centrale usait de la planche à billets pour faire ce qu'on appelle dans le milieu la création monétaire. Mais cette pratique a pris fin parce que sur le long terme, elle devenait nocive pour l'économie. Cela était dû au fait que l'usage abusif de la planche à billets a amené certains pays ou zones économiques à avoir des taux d'inflation records. Aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir recours à la Banque centrale lorsque nous avons un déficit économique. Cela a pris fin dans les débuts des années 110 avec le traité de Lisbonne dans son article 123. Mais par contre, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, lorsque un pays connaît une crise économique, nous devons aller directement auprès du marché financier, plus particulièrement au niveau des banques de second rang. Les banques de second rang ici, ce sont des banques commerciales. J'en veux pour preuve le couple franco-allemand ont mis sur la table de la Commission européenne la proposition, donc la possibilité d'aller contracter auprès du marché financier la bagatelle somme de 500 milliards d'euros afin de pouvoir refinancer l'économie de l'Union européenne. Bon, présentement, les États partis de l'Union européenne sont en train d'étudier la question en long et en large. Mais que disent nos prédécesseurs sur la question de la crise économique? Que disent les fondamentaux en termes de que disent nos pères en termes de stratégie pour pouvoir lutter contre une potentielle récession économique? Ce qui se fait, c'est que la stratégie qui est généralement pratiquée n'est autre que la relance économique. C'est quoi la relance économique? La relance économique est une politique conjoncturelle qui a pour but de relancer l'économie, et sa finalité n'est autre que de stimuler la croissance et de lutter contre le taux de chômage. Mais il est important ici de retenir qu'il y a beaucoup de formes de politique de relance. Nous avons la politique budgétaire, nous avons la politique monétaire, nous avons la politique d'austérité, la politique des rigueurs. Mais la politique d'austérité et des rigueurs, c'est pratiquement la même chose. Mais que retenir de la politique budgétaire? La politique budgétaire, il est important ici de retenir que cette politique est une politique pro-keynésienne, parce que les keynésiens estiment que lors d'une crise économique, il faut l'intervention de l'État. Donc la politique budgétaire, dans sa définition la plus simpliste, n'est autre que des décisions qui sont prises par un État afin de rééquilibrer l'économie. La politique budgétaire repose plus particulièrement sur deux axes. Les faits recherchés ici, c'est d'abord les faits recherchés ici, c'est d'abord rééquilibrer l'économie, et l'autre rééquilibrer l'économie en stimulant la croissance. Par contre, l'autre effet recherché est de freiner le taux d'inflation. Mais lorsqu'on a une croissance très forte, cela génère généralement l'inflation, un taux d'inflation significatif. Mais il faut que l'État puisse jouer un jeu d'équilibrage afin qu'on n'a pas eu un taux d'inflation trop significatif. Mais quelle est la politique monétaire? Nous allons, j'avoue, à part de course, quelle est de la politique monétaire? La politique monétaire, c'est une politique qui est défendue par les monétarismes. À tête de file, nous avons Milton Friedman. Milton Friedman qui estime qu'en temps de crise,
l'État n'a pas interféré dans la gestion de la crise. Mais l'économie, elle va se réguler toute seule parce que Milton Friedman, dans les années 60, était le conseiller du président Nixon en termes de stratégie économique. C'est quoi la politique monétaire? La politique monétaire est une politique où les décisions sont prises par une banque centrale afin de rééquilibrer l'économie. Donc, au niveau de la politique monétaire, la banque centrale a plus ou moins le rôle ou la fonction de pouvoir rééquilibrer l'économie. Mais elle s'appuie sur trois instruments. Le premier instrument n'est autre que le taux directeur. Le deuxième instrument, c'est le taux de réserve obligatoire. Le troisième instrument n'est autre que la politique d'open market. C'est quoi le taux directeur? Le taux directeur, en fait, c'est l'intérêt qu'apportent les banques commerciales, c'est-à-dire les banques de second rang, auprès de la banque centrale. C'est-à-dire si les banques commerciales veulent contracter un prêt au niveau de la banque centrale, il faut qu'ils payent des intérêts. Mais cet intérêt, c'est ce qu'on appelle le taux directeur. Mais comment ça marche? S'il faut réguler l'économie, si nous appuyons sur cet instrument qui n'est autre que le taux directeur. La banque centrale peut avoir, je dis vraiment n'importe quoi, un taux directeur à hauteur de 15%. Et dans le souci de rééquilibrer l'économie, la Banque centrale peut revoir à la baisse ce taux directeur. Donc on peut partir de 15% à 10%. En faisant cela, les banques commerciales ont la possibilité de contracter de prêts auprès de la Banque centrale. Et cela va permettre aux ménages, non seulement aux entreprises, d'avoir de la liquidité. Qui dit liquidité dit consommation. Qui dit consommation dit naturellement pouvoir d'achat et la possibilité non seulement d'épargner mais aussi d'investir. Donc c'est cet instrument-là qui peut être utilisé en cas de récession économique. Nous avons le deuxième instrument qui n'est autre que le taux de réserve obligatoire. C'est quoi le taux de réserve obligatoire? Le taux de réserve obligatoire, c'est le fait que les banques de second rang, c'est-à-dire les banques commerciales, ont l'obligation de déposer un pourcentage de leur patrimoine financier auprès de la banque centrale. Ce patrimoine peut être à hauteur de ce patrimoine financier, les banques commerciales, la banque centrale peut décider que toutes les banques commerciales contribuent à hauteur de 10 ou 6%. Donc, les banques commerciales déposent auprès de la banque centrale leur patrimoine financier à hauteur de 10 ou 8%. Mais dans le souci de rééquilibrer l'économie, la Banque centrale peut décider de revoir cela à la baisse. C'est-à-dire qu'on part de 10, c'est un exemple, à 8%. Cela va générer de la liquidité et c'est le même processus, le même process. C'est-à-dire que les ménages auront la possibilité de contracter les crédits, les entreprises, et cela va stimuler la croissance. Voici le deuxième instrument de la Banque centrale en cas de récession économique. Le troisième instrument n'est autre que la politique d'open market. La politique d'open market, cet instrument, il est un peu particulier en ce sens que la Banque centrale a la possibilité d'acheter ou de vendre des titres. C'est-à-dire en temps de crise, si la Banque centrale opte pour cet instrument de politique d'open market, elle va acheter des actions, des titres auprès de banques commerciales. Les titres, c'est une créance. En achetant des titres auprès de banques commerciales, ça génère de la liquidité. C'est-à-dire il y aura une bonne masse salariale. La masse salariale, en fait, c'est la quantité de circulation de monnaie dans une économie. Donc voici un peu la politique d'open market. La possibilité qu'a la Banque centrale d'acheter des titres auprès de banques commerciales. Mais ce marché est un marché interbancaire. Seules les banques ont la possibilité d'aller dans ce marché. Si vous n'êtes pas une banque, un particulier ne peut pas se donner la liberté d'aller au niveau du marché interbancaire. Que dit de l'austérité? L'austérité, c'est une politique qui recommande à l'État d'augmenter la fiscalité et de maîtriser les dépenses publiques. Dans l'une de nos vidéos précédentes du Gabon au Covid-19, le jour d'après, nous avons parlé qu'il y a de cela plus de 3 ans aujourd'hui, le Gabon fait preuve de mesures d'austérité
Ce sont des recommandations qui viennent de leurs partenaires privilégiés, en l'occurrence le Fonds monétaire international. Nous avons vu comme ça le Gabon geler la fonction publique, le fait que le Gabon n'y a plus de concours, et aujourd'hui au Gabon, il y a plus ou moins ces gels-là qui est toujours des rigueurs, puisque la fonction publique, sauf disposition contraire, ne recrute pas. Et dans la politique d'austérité, on recommande aussi à l'État de se décharger de certaines charges. Nous avons comme ça des agences publiques personnifiées. Je ne sais pas si c'est le terme approprié. À un moment donné, on parlait du Conseil gabonais des chargeurs. Le Conseil gabonais des chargeurs n'est plus d'actualité parce qu'il fallait alléger la charge de l'État. Mais le Conseil gabonais des chargeurs, si ma mémoire est bonne, elle est affiliée à l'OPRAG. Oui, à l'OPRAG, sauf disposition contraire. Voici un peu les politiques qui sont proposées aux États ou à une zone économique lors d'une récession économique. Et voyez-vous, cette crise, elle est particulière parce qu'elle n'a aucun précédent. Et aujourd'hui, au niveau mondial, les experts de tous bords s'accordent à dire que cette crise, elle est historique. Cette crise, elle est historique parce qu'elle vient à une période un peu particulière. Parce que nous rentrons dans une nouvelle décennie. Mais nous, c'est-à-dire mon équipe et moi, nous avons plus ou moins des stratégies que nous allons soumettre à l'appréciation des spécialistes de la question. Les stratégies que nous nous apprêtons à proposer, elles sont plusieurs, mais nous avons d'abord mis l'accent sur 4 axes. Parce que, voyez-vous, ce que nous proposons en termes de stratégie est certes ambitieux, mais elle a au moins le mérite d'être réalisable. Nous avons fait le choix de parler d'axes, parce que ce que nous préconisons ici n'est qu'une stratégie de sortie de crise qui va s'accompagner, qui vient naturellement accompagner ce qui va se faire avec ce qui sera fait, c'est-à-dire les décisions qu'auront plus ou moins pris le pouvoir exécutif dans la gestion de cette crise. Lorsque nous avons parlé de la tropicalisation, parce qu'en inbox, certaines personnes ont dit, mais tropicalisation, vous rejetez les stratégies qu'on fait à la preuve. Non, nous ne rejetons pas les stratégies qu'on fait à la preuve, à l'occurrence la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique d'austérité. Nous ne rejetons pas cela. Nous disons que ces propositions qui viendront de nos partenaires privilégiés doivent refléter notre réalité économique. Si elles ne reflètent pas notre réalité économique, c'est vrai, il y aura le mouvement, mais le mouvement n'aura pas la même vitesse d'exécution si il se conformait à notre réalité économique. Donc nous allons vous citer 4 axes que nous n'allons pas développer ici, faute de temps. Le premier axe n'est autre que la capitalisation des atouts du pays. La capitalisation des atouts du pays. Le deuxième axe, c'est l'animation du tissu économique avec la promotion d'une approche sur mesure. Le troisième axe n'est autre que la création des secteurs innovants. Et quatrième axe, autant pour moi, n'est autre qu'une économie des services. Quand nous parlons ici de capitalisation des atouts du pays, nous avons là, comme petit point, que dire, la fertilité de nos sols. 60 voire 70% du territoire gabonais est couvert d'espaces verts. Nous pouvons procéder à une agriculture industrielle. Nous devons sortir de ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance. C'est vrai, l'âme fait déjà un grand effort dans ce sens-là avec le fait que nous avons de l'huile, du savon. Mais nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire que ça. Pourquoi pas industrialiser le manioc?
Vous savez, en Côte d'Ivoire, le manioc, la transformation du manioc sous la forme de la tchéké a une très bonne audience. Le Gabonais est friand de manioc, le Gabonais est friand de bananes. Pourquoi ne pas industrialiser cela? C'est une possibilité. Nous avons aussi comme petit point, nous parlons de nos côtes, parce que nous avons des côtes riches en poissons. Les Chinois sont friands de poissons. Que dire des Hollandais? Aujourd'hui, j'en veux pour preuve l'Union européenne. L'Union européenne s'intéresse à nos côtes. Il y a de cela 2 semaines, je me suis donné la liberté de regarder par le canal des réseaux sociaux le partenariat, la possibilité de partenariat qui était fait par vidéoconférence avec le ministre d'État des Affaires étrangères, le ministre de l'Agriculture et je crois peut-être le ministre aussi de l'Économie et des Finances. Ils étaient en train de parler sur la possibilité de signer un partenariat avec l'Union européenne. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, je ne me souviens pas trop, il disait que ce partenariat doit être un partenariat win-win, c'est-à-dire un partenariat gagnant-gagnant. Par contre, le ministre des Affaires, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères disait ici que ce partenariat doit non seulement être win-win, gagnant-gagnant, mais il doit être aussi donnant-donnant. Vous voyez que ce que nous proposons ici rentre dans le cadre de la capitalisation des atouts du pays. Mais que dire de l'animation du tissu économique et la promotion d'une approche sur mesure? Nous devons favoriser l'entrepreneuriat. Autrement, 70% ou voire 60% de l'économie américaine a été stimulée, favorisée par l'entrepreneuriat. Mais nous devons repenser l'entrepreneuriat, c'est-à-dire nous devons accompagner les potentielles personnes qui ont des projets, c'est-à-dire ça doit être, on doit les accompagner d'une façon un peu encadrée. On ne peut pas donner quelqu'un 10 millions, on dit bon monsieur vous avez un projet, allez, non, on doit suivre le projet. Parce que lorsqu'un projet est là, il y a ce qu'on appelle le cycle de vie. Il y a une période de lancement, il y a une période de croissance, il y a une période de maturité, et à la fin une période de déclin. Donc nous devons accompagner les potentielles personnes qui ont des projets au moins jusqu'à la phase de croissance. Nous devons aussi favoriser le tourisme des affaires. Tout cela rentre dans ce que nous appelons la dimension du tissu économique. Mais que dire des secteurs innovants? L'avantage avec les secteurs innovants, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une économie résiliente. C'est en créant des secteurs innovants, ça va générer de l'emploi, ça va aussi permettre à des investisseurs potentiellement venir investir au Gabon, pourquoi pas. Et comme quatrième axe, lorsque nous parlons de l'économie de services, nous voyons la possibilité d'amener des entreprises à se délocaliser pour pouvoir mettre les bureaux au Gabon. On l'a vu en Côte d'Ivoire, il y a des structures, on l'a vu aussi en Thaïlande, il y a des structures qui vivent aux États-Unis, mais les bureaux sont en Thaïlande, les bureaux sont en Afrique du Sud. C'est possible de faire cela au Gabon. Voici un peu une ébauche de propositions de sortie de crise que nous préconisons pour pouvoir accompagner les autorités actuelles sur une possibilité de sortie de crise. Donc voici, nous avons des stratégies ici. Nous l'avons aussi dit dans l'une de nos précédentes vidéos que nous donnons la conclusion de nos travaux à la fin de la crise parce qu'il faut un bilan. Il faut que nous fassions plus ou moins un diagnostic qui permettra de donner des chiffres exacts au sujet de notre proposition qui pourront éventuellement accompagner nos pays si nous sommes écoutés. Mais vous voyez, pour que ces propositions puissent voir le jour, vous savez, nous ne sommes pas les seuls, hein, il y a beaucoup qui le font, il y a beaucoup qui font des propositions, beaucoup qui font des propositions pour que le Gabon puisse s'en sortir, mais malheureusement, il n'y a pas de tribune pour pouvoir s'exprimer. Vous savez, Napoléon, il disait, l'endroit le plus riche de la terre, ce sont les cimetières. Pour nous, ici, nous ne parlons pas en termes de cimetières. Pour nous, les cimetières, c'est le fait qu'il y a des Gabonais tapis dans l'ombre qui ont des propositions plus pertinentes que les nôtres pour pouvoir aider le pays à sortir de l'effectivité progressive de cette crise qui n'est autre que la récession économique. Mais malheureusement,
ils ne sont pas écoutés. Mais il faudra aussi un leadership avéré, parce qu'il faudra aussi un leadership avéré. Napoléon, il l'a aussi dit, sauf disposition contraire, que ce qui fait de nous un champion, c'est pas le terrain. Le terrain ne fait que nous révéler au grand jour. Ce qui nous fait de nous un champion, c'est l'entraînement. Donc, cette crise recommande une expertise avisée, une expertise avérée. Voilà pourquoi nous avons proposé dans l'une de nos nombreuses vidéos, nous avons appelé de tous nos voeux le gouvernement afin de créer un comité de pilotage, associer tout le monde. Il faut mutualiser les efforts, parce qu'en mutualisant les efforts, c'est un Gabon qui gagne. Parce que en le faisant seul, sans contribution, demander une possibilité d'aide de ceux qui ont une petite connaissance sur la chose, c'est vraiment dommage. Parce qu'on veut un Gabon fort, un Gabon qui gagne. Mais dans tout ça, ça dépend. Parce que c'est une question aussi de vision. C'est aussi une question de vision. Quand on parle aussi de leadership, Edouard Balladur l'a dit, qu'il y a deux formes de leaders. Il y a les leaders par nature et les leaders par procédé. Nous allons peut-être développer ça un jour sur une autre vidéo, mais il faut une vision. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir ce que nous proposons, ce que les autres proposent. Est-ce de la réveiller? Est-ce un rêve ou est-ce une vision? C'est quoi la rêverie? Je vais prendre un exemple accessible, parce qu'il n'y a pas que des spécialistes de la question économique qui nous suivent. La rêverie, c'est le fait que vous dites que vous serez, comment dire, juriste. Mais vous ne vous documentez pas. Vous ne faites pas des études sur tout ce qui a trait au droit, mais vous prétendez être juriste. Ça, c'est de la rêverie. Mais par contre, le rêve, quelqu'un qui fait le choix de devenir un juriste, il va faire des études, il va faire des recherches, il va avoir un regard plus poussé sur ceux qui parlent de droit. Ça, c'est le rêve, parce qu'il est en phase avec ce qu'il prépare. Maintenant, la vision. La vision, c'est le rêve, mais un peu plus poussé, parce que la vision peut nous survivre. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une vision aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, la vision ne prend pas jour, la vision prend peut-être jour dans 20 ans, et vous n'êtes plus là. Et c'est là, aujourd'hui, nous avons des cas pratiques. Quand nous parlons de la Chine, et quand nous parlons de la Chine, tout le monde fait référence à Mao. Pourtant, Mao n'est plus de ce monde. Lorsqu'on parle de la Russie, de la Russie, nous faisons tous font référence aux travaux de Lénine. Lénine n'est plus de ce monde, mais Lénine, aujourd'hui, les gens peuvent voir le corps de Lénine au niveau de Moscou, qui est exposé, mais protégé, bien sûr. Mais lorsque nous parlons des États-Unis, pour parler de la communauté afro-noire, nous passons à Martin Luther King. Aujourd'hui, Martin Luther King est dans la mémoire collective. Lorsqu'il a prononcé son discours, je crois, c'était à Washington, face au monument, lorsqu'il disait, il parlait de I have a dream. Il disait en fait, je rêve d'une nation où mes enfants ne seront pas jugés selon la couleur de leur peau, mais selon leur mérite personnel. Ça a donné aujourd'hui Barack Obama, ça a donné Oprah, ça a donné Michael Jackson. Donc, c'est l'histoire qui jugera si les propositions que d'autres font sur la possibilité de sortir des crises, les propositions que vous faites, si cela relève de la rêverie, du rêve ou de la vision. Voici ce que nous tenions à dire, tout ce que nous suivons depuis la première partie. Nous bataillons encore là-dessus, nous faisons des recherches pour rendre nos travaux plus pointus, parce que nous ne demandons que ça. Servir notre nation autrement. Respectons les mesures barrières, puisque l'heure aujourd'hui n'est plus au confinement. Je vous remercie et prenez soin de vous.